Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo d'avant-match, une rencontre qui va opposer Montpellier à Lorient pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Au programme de cette vidéo, la présentation du match, quelques statistiques, les joueurs à suivre de près, quelques points tactiques, les deux dynamiques des deux clubs, la défense lorientaise, le temps de jeu côté lorientais et la rotation d'effectifs, un point sur l'infirmerie et pour finir les compositions probables. On commence donc avec la présentation de ce match. Montpellier, avec un seul point en compteur et qui trône maintenant à la dernière place du championnat, reçoit Lorient, 9e avec 11 points. Donc Montpellier connaît un début de saison très difficile et est allé chercher un seul point pour le moment face à 3 et a connu 6 défaites face à Angers, Rennes, Saint-Étienne, Paris, Monaco et Caen. Alors que Lorient sort de 3 victoires consécutives face à Angers, Monaco et Caen. 2 nuls également face à Lyon et Bastia et 2 défaites enregistrées face à Saint-Étienne et Reims. Un petit point maintenant sur les buteurs et passeurs de chaque club. 3 buteurs à signaler côté montpelliérain. Jonas Martin, Daniel Congré et Joris Marvaux. Pour le moment, après cette journée, il n'y a pas de passeur décisif. Côté lorientais, en revanche, 3 buts pour Benjamin Mukanjo. On peut également noter les 2 buts de Benjamin Janot et les 2 réalisations de Majid Waris. Côté meilleur passeur, Yann Jouve, 2 passes décisives, avec également les contributions de Philippe Otto, Waris et Barthelmé, tous les 3 avec une passe décisive. Après cette rapide présentation, on va passer maintenant aux statistiques. Il y a quelques éléments à décortiquer et c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut en tirer. Après cette journée de Ligue 1 pour cette saison 2015-2016, j'ai essayé de classer les statistiques des deux clubs par catégorie. Donc d'abord l'attaque, on voit que Montpellier est quand même en retrait par rapport au FCL, avec une attaque assez moribonde, 17e de Ligue 1 en termes de buts inscrits, avec 4 réalisations, et aussi 18e de Ligue 1 en termes de tirs, avec 70 tirs depuis le début de la saison. On voit qu'il y a quand même un souci, on développera ce point plus tard. Côté défense, les deux équipes sont plutôt du même niveau. On voit qu'en termes d'interception, les statistiques sont vraiment impressionnantes puisque Montpellier est première de Ligue 1 et avec 189 interceptions et Lorient est second avec 175 interceptions. Les ballons gagnés aussi, on est plutôt dans la moyenne haute avec 722 ballons gagnés pour Lorient par exemple. Côté discipline, on reconnaît le FC Lorient avec très peu de fautes, 16e de Ligue 1 en termes de fautes. Ensuite, côté organisation, qu'on voit que Montpellier a plutôt le pied sur le ballon, hein, avec une possession de 51% en moyenne, donc qui fait que Montpellier est 7e de Ligue 1 et également 7e en termes de ballons joués. Donc ça montre que Montpellier a quand même un fond de jeu assez stable. Et on voit aussi que le nombre de passes clés, donc une passe qui entraîne un tir, 60. Et donc le Montpellier se classe à la 8e place. Donc il faudra faire attention à l'organisation et à la distribution de Montpellier sur ce match. Concernant les duels, c'est assez équivalent, même si Lorient est vraiment très faible sur les duels aériens, avec 43% de duels aériens gagnés, et également sur les tacles, que 39% de tags réussis. Donc c'est vraiment assez faible, même si entre les deux équipes, il n'y a pas énormément de différence. Sur les coups de pied arrêtés, donc un penalty de chaque côté, léger avantage en termes de corner, et par contre j'ai pas réussi à avoir les statistiques sur les coups francs. On enchaîne maintenant avec les statistiques individuelles. Je commence par la défense. Un secteur assez impressionnant puisqu'on voit quand même que Hilton avec 101 ballons gagnés devance Lotoa, notre meilleur récupérateur, gratteur de ballons avec 100 ballons gagnés. Donc on voit qu'il y a un niveau de récupération de ballons assez important. Sur les dégagements, les tacles réussis et puis les interceptions, les meilleurs joueurs sont quand même très bien classés en Ligue 1. Donc par exemple, Congré est deuxième en termes d'interception, juste derrière l'Ottawa qui figure à la première place de ce classement. Et ensuite en duel aérien, Hilton
est quand même à la 12e place de Ligue 1, donc ça montre qu'il y a un danger à la fois offensif, mais aussi un dernier rempart au niveau défensif. Du côté de la construction maintenant et de la distribution, on voit qu'il y a quand même de la qualité. Dabo, par exemple, a touché 470 ballons depuis le début de la saison, ce qui fait de lui le 8e joueur en Ligue 1, donc c'est assez important, même si ce dernier risque de jouer au poste de latéral droit pour le match face à Lorient, c'est quand même gage de qualité. Ensuite, Martin, avec 90% de passes réussies, ça montre quand même qu'il y a plusieurs métronomes dans cette équipe. Ensuite, en termes de passes clés, c'est assez impressionnant. Boudbouz avec 24 passes clés et premier de Ligue 1, juste devant Kazri avec 22 passes clés. Et ensuite, ce qui peut aussi nous faire du bien, c'est le nombre de ballons perdus par Boudbouz, donc qui pourrait occasionner des contres de notre côté. Au niveau de l'attaque, ce qui pêche un peu, c'est le nombre de tirs. Vraiment, c'est assez révélateur, hein, le fait que Berigo soit le meilleur dans cette statistique-là, avec seulement 10 tirs, 10 tirs. Donc en titre de comparaison, Lorient a quand même 3 attaquants au-dessus de cette statistique, avec Jeannot avec 15 tirs, Waris et Mukanjo au-delà des 10 tirs également. Donc ça montre quand même qu'il y a un déficit de frappe au niveau de Montpellier. En revanche, on a quand même un des meilleurs centreurs de Ligue 1 avec Boudbouz, 49 centres, ce qui fait de lui le quatrième joueur qui centre le plus au but. Et puis aussi des joueurs qui peuvent éliminer, comme Dabo par exemple, avec 16 dribbles réussis, ce qui fait de lui le 7e joueur qui élimine le plus en Ligue 1. On passe maintenant aux joueurs à suivre. Donc j'ai essayé de faire ressortir 3 joueurs. On va voir maintenant lesquels j'ai sélectionnés. Donc premier joueur à suivre de très près, c'est Riyad Boudbouz, hein, très polyvalent, qui peut jouer notamment à gauche comme à droite, mais aussi au cœur du jeu en poste de meneur de jeu. Donc 24 passes clés. Donc premier de Ligue 1 dans cette statistique, c'est quand même assez impressionnant, hein, c'est quelqu'un qui va distiller énormément de ballons. 49 centres, comme on a vu tout à l'heure, quatrième de Ligue 1 sur cette statistique, et aussi 7 tirs, donc il est capable de marquer ou être passeur décisif. Il est aussi très très bon sur les coups de pied arrêtés, que ce soit corner et coup franc. Pour Brian Dabo, maintenant, je trouve assez impressionnant son activité. 470 ballons joués, 8e de Ligue 1, c'est quand même assez impressionnant. Il est capable de distribuer assez efficacement avec 294 passes réussies, 16e de Ligue 1. Et aussi sa capacité à éliminer, ça fait de lui un joueur assez intéressant. Il est aussi polyvalent, puisqu'il peut jouer milieu récupérateur, milieu centre, mais aussi latéral droit. Puis le dernier joueur que j'ai sélectionné, c'est Vittorino Hilton, puisque c'est quand même le rock de cette défense, hein, 27 interceptions, 19 duels aériens remportés et 101 ballons gagnés, donc ce sera l'homme à battre demain pour remporter la victoire. On passe ensuite au côté tactique de ce match. Le style de jeu de Montpellier maintenant, 51% de possession, donc c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. On le voit aussi avec le nombre de ballons joués par match, 179, c'est plutôt pas mal. Et puis aussi le nombre de passes, un 6e de Ligue 1 en termes de passes par match. Donc c'est plutôt, ça classe Montpellier quand même dans les équipes du haut de tableau concernant la distribution, l'organisation du jeu, la possession, etc. Et aussi 4,4 passes enchaînées en moyenne, ce qui place Montpellier plutôt dans la moyenne haute. Il faut savoir que Lorient est à 4,6, donc légèrement un peu mieux. Ensuite, sur la distribution, on évoquait ça tout à l'heure, c'est assez équilibré, 81% de passes courtes, un jeu long réduit à 15%, et puis pas mal de centres aussi, même si c'est pas quelque chose qui revient très très souvent dans leur jeu. Par contre, c'est 3 passes en profondeur par match, ce qui fait de Montpellier la deuxième équipe de Ligue 1 à utiliser cette arme.
Donc il faudra faire attention à bien couvrir les espaces et à ne pas se faire prendre dans le dos. Côté orientation du jeu, il y a un petit penchant au niveau du côté gauche, 41% des actions se sont créées sur ce côté. Ensuite, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon au milieu du terrain et vraiment essayer de porter ce ballon le plus haut possible. On voit que 27% des, des- de la tenue du ballon se fait dans le tiers offensif adverse. Au niveau purement tactique, Montpellier s'essaye un peu entre plusieurs systèmes, mais celui qui revient le plus, c'est le 4-3-3 avec Rémi en sentinelle, Martin et Dabo un peu plus haut, et Boudbouz sur le côté gauche avec Birigo à droite. Donc c'est sûrement le système qui sera utilisé face à Lorient. Il y a pas mal de permutations dans ce système, puisque Dabo peut jouer aussi sur la droite, Martin peut dézonner, Boudbouz peut également occuper plusieurs positions, donc c'est un système qui est vivant. Donc le deuxième schéma tactique utilisé par Courbis, c'est le 4-2-3-1 avec une assise défensive plus importante avec deux récupérateurs, Rémi et Dabo, avec un Jonas Martin en numéro 10, mais qui peut permuter avec Boudbouz. Donc c'est un schéma un peu plus défensif. Je pense pas que ce soit le schéma qui soit utilisé face à Lorient, mais ça a été utilisé à plusieurs reprises cette saison du côté de Montpellier. Le troisième, enfin, c'est le 4-4-2 en losange avec Boudbouz en numéro 10. Et puis deux soutiens dans l'entrejeu avec Martin et Dabo et toujours Rémi en sentinelle. Je voulais mettre l'accent maintenant sur la dynamique des deux clubs, puisque Lorient sort quand même de 3 victoires consécutives et puis Montpellier a seulement un seul point en compteur, donc c'est vraiment deux trajectoires opposées. Donc côté Montpellier, donc 6 défaites, un match nul, donc 0 victoire, 11 buts encaissés, un seul point en compteur. Donc Roland Courbis a vraiment énormément de difficultés à lancer la saison du côté de Montpellier. Il y a quelques tensions aussi avec le président, il y a des clauses aussi dans son contrat qui font que Montpellier peut pas non plus se permettre de le remercier aussi facilement. Donc c'est une situation assez compliquée du côté de Montpellier. Côté Lorient, ça va beaucoup mieux, malgré un départ un peu compliqué, un match piège face à Bastia avec un but assez précoce, ensuite une expulsion dès la première minute face à Saint-Étienne et un non-match contre Reims à l'extérieur. Donc ces 3 victoires consécutives ont fait énormément de bien. Sylvain Ripoll fait confiance à un groupe, vraiment 22 joueurs utilisés, 19 joueurs avec un temps de jeu supérieur à 90 minutes. Et puis aussi, l'élément important, c'est deux schémas tactiques assez bien maîtrisés, le 4-4-2 historique et aussi le 4-1-4-1 qui a été utilisé la saison passée. Donc ces deux schémas qui sont vraiment bien utilisés et les changements entre ces deux schémas tactiques se font très bien. Donc c'est vraiment un point positif. Je voulais parler maintenant un peu de la défense. Donc la question c'est quelle charnière centrale face à Montpellier. C'est vrai que Lotoa a eu un peu de mal à se mettre dedans au tout début du championnat. Il a fait quelques boulettes, mais si on regarde les statistiques, on voit que Lotoa est quand même le joueur de cette défense centrale qui est le plus efficace. En termes de ballons gagnés, c'est lui qui est devant avec 16,6 ballons gagnés par match. En termes d'interception également, il est nettement devant Zargo Touré et Lamine Koné. En termes de dégagement, c'est Lamine Koné qui est devant. Après, on peut aussi se dire que l'Ottawa essaye davantage de construire, donc dégage moins le ballon. Côté duel aérien, il est nettement au-dessus. Il est aussi premier joueur défensif en Ligue 1 à remporter ses duels. Côté tacle, donc il y a une égalité entre Zargo Touré et Wesley Lotoa. Et puis sur les passes réussies, on voit que Lotoa est peut-être le meilleur relanceur parmi ces trois joueurs. Donc est-ce que
Sylvain Ripoll va de nouveau faire confiance à l'Autois sur ce match. On verra ça demain. Au niveau du temps de jeu, j'avais envie de faire un topo, donc surtout pour voir quel joueur était le plus utilisé par Sylvain Ripoll. Donc j'ai classé l'effectif en 4 groupes. Le premier groupe est composé de 6 joueurs qui ont joué plus de 500 minutes depuis le début de la saison. On voit que Gassama a joué les 7 rencontres, 630 minutes. Donc dans ce groupe, il y a Le Goff, Ndong, Lotoa, Mukanjo et Guerrero. Donc on voit que c'est quand même des joueurs qui sont assez incontournables. Après, le groupe des joueurs ayant effectué plus de 360 minutes, donc on retrouve Lecomte, Belougou, Mesloub, Majid Waris et Lamine Koné. Donc ça, c'est vraiment des joueurs sur lesquels on peut compter. Ensuite, troisième groupe, les joueurs qui ont joué plus de 90 minutes. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas été titulaires, titulaires indiscutables durant ces 7 premiers matchs. En revanche, bah, on peut voir aussi qu'il y a les blessures qui font que certains joueurs n'ont pas pu jouer ou les arrivées tardives comme Zargo Touré par exemple. Donc par exemple Jeannot ou Jouffre ont vraiment une carte à jouer malgré un temps de jeu plutôt faible par rapport au reste de l'effectif. Ensuite, il y a un groupe de joueurs avec un temps de jeu inférieur à 90 minutes. Donc on voit que Barthelmé a seulement 88 minutes, mais je pense que Sylvain Ripoll va continuer à l'utiliser. Et ensuite, on a vraiment des joueurs qui ont très peu de temps de jeu, que ce soit Fofana, Gakpa, Traoré. Et puis ensuite, le troisième gardien Si, ou même Moulumba, qui a pour le moment 0 minute de temps de jeu. Je voulais aussi maintenant parler des indisponibilités, faire un tour du côté des 2 infirmeries des clubs. Côté montpelliérain, donc il y a Sanson qui revient d'une grave blessure, donc il est en phase de reprise, de rééducation. Deplagne s'est blessé face à Monaco jeudi et donc est forfait pour ce match. Et Ligali est mis au repos. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous vu le match qu'il a fait contre Monaco. Côté Lorient, bah, Jeannot est préservé, je pense, donc on prend aucun risque du côté de Lorient. Par contre, j'ai pas énormément d'informations, mais Guerrero a été laissé également au repos, apparemment pour une blessure. On va finir maintenant avec les compositions probables. Donc côté Lorientais, on devrait retrouver un 4-4-2 avec Gassama, Le Goff, puis ensuite en charnière centrale Touré et ou Koné et ou Lotoa. Dans les cages, le compte. Je pense qu'au milieu, on va retrouver Ndong et Belougou. Sur le côté gauche, j'aimerais bien voir Philippe Otto, qui moi m'a bien plu ces derniers temps. Ensuite, Jouffre, hein, toujours pour cet aspect de construction, pour sa capacité à garder le ballon. Et devant, la paire Waris Mukanjo qui fait des merveilles pour le moment avec Lorient. Côté Montpellierin, on devrait voir une sorte de 4-3-3 ou 4-1-4-1 avec Rémi toujours en sentinelle, Joris Marvaux et Jonas Martin dans l'entrejeu, soit Yatabaré ou Camara en pointe, et puis Berigo à droite et Boudbouz à gauche. En défense, donc Dabo a pris la place de Plagne, et donc la charnière centrale, sans surprise, Hilton et Congré, avec sur le côté gauche Roussillon. Dans les cages, par contre, comme on l'a vu ensemble, comme on a vu ensemble, Ligali est laissé au repos, donc c'est Pionnier qui prendra sa place. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je remercie également Footeux56 pour ses comptes rendus d'entraînement, c'est super sympa. Et donc bon match à tous et allez Lorient!